En mai 10 à 836, des cavaliers comanches apparurent devant une palissade de rondins sur la frontière du Texas, et l'un d'eux portait un drapeau blanc. En moins d'une heure, 5 membres de la famille Parker avaient été emportés à travers la prairie, et la plus jeune était une fillette de 9 ans aux yeux bleus. Sa famille passa 24 ans à tenter de la récupérer. Ils engagèrent des négociants, montèrent des expéditions et offrirent rançon après rançon, mais quand ils la trouvèrent enfin, vivante et en bonne santé dans un camp comanche, elle leur donna une réponse à laquelle personne n'était préparé. Elle refusa d'être sauvée. Ceci est l'histoire vraie de Cynthia Ann Parker, et elle ne se termine pas là où vous le pensez. Pour comprendre ce qui s'est passé à Fort Parker, il faut comprendre ce que les Parker faisaient là-bas. C'était un clan baptiste de l'Illinois, dirigé par un patriarche vieillissant nommé John Parker, et en 10 à 833, ils déplacèrent toute leur famille élargie aux confins du monde connu. L'endroit qu'ils choisirent était la vallée de la rivière Navasota, dans le centre-est du Texas, des prairies vallonnées parsemées de bosquets de chênes, à environ 145 km de la colonie la plus proche digne de ce nom. Le Texas, à cette époque, n'était pas encore le Texas. C'était une province mexicaine rebelle en pleine révolution, et la terre que les Parker revendiquaient se trouvait exactement sur la couture entre deux civilisations. À l'est s'étendaient les cabanes en rondins et les champs de coton de la colonisation anglo-saxonne. À l'ouest s'étendait la Comancheria, un empire d'herbe à peu près de la taille de la France, contrôlé par la plus redoutable cavalerie légère du continent nord-américain. Les Parker connaissaient le risque. C'est pourquoi ils construisirent un fort. Fort Parker était une palissade de pieux de cèdre fendu, planté droit dans la terre, des murs de près de 4 mètres de haut, avec des postes de guet aux angles et des cabanes le long des murs intérieurs. C'était, selon les critères de la frontière, une structure défensive sérieuse. 6 familles environ vivaient à l'intérieur, avec leur bétail, leurs réserves de maïs et leur foie. Le vieux patriarche prêchait que Dieu les avait appelés sur cette terre. Cependant, un fort ne fonctionne que si l'on reste à l'intérieur. Et au printemps de 10 à 836, les Parker s'étaient laissés aller à la routine. Les hommes avaient des champs à travailler à plus d'1 kilomètre des murs. Les portes restaient ouvertes pendant la journée. Au matin du 10 à 9 mai, 10 à 836, la plupart des hommes étaient dans les rangées de maïs quand plusieurs centaines de guerriers montés apparurent sur la crête, des Comanches chevauchant avec des alliés Kiowa et Caddo, et s'arrêtèrent juste hors de portée de fusil. Un cavalier s'avança seul, brandissant un tissu blanc sale. Benjamin Parker, l'un des fils, sortit par la porte ouverte pour leur parler. Les cavaliers demandèrent une vache et des indications vers un point d'eau. Benjamin rentra à l'intérieur et dit à sa famille qu'il pensait que ces hommes avaient l'intention de se battre, mais qu'ils ressortiraient pour gagner du temps pendant que les femmes et les enfants s'échapperaient par l'arrière. Il repassa la porte. Les guerriers l'encerclèrent, et ceux qui regardaient depuis les murs virent les lances s'abaisser. Ce qui suivit prit des minutes, pas des heures. Les cavaliers se ruèrent par la porte ouverte dans l'enceinte. Le vieux patriarche, John Parker, fut tué. Benjamin et son frère Silas furent tués. Grand-mère Parker fut laissée pour morte. Les femmes et les enfants se dispersèrent dans les champs et les bas-fonds de la rivière, et les assaillants chevauchèrent parmi eux, choisissant. Quand ils tournèrent enfin vers l'ouest, ils emportaient 5 captifs avec eux. Rachel Plummer, une jeune fille enceinte de 10 à 7 ans, et son fils en bas âge James Pratt, Elizabeth Kellogg, une tante veuve, Joan Richard Parker, 6 ans, et sa sœur, la fille de Silas Parker, une fillette de 9 ans nommée Cynthia Ann. Les survivants qui rampèrent hors des broussailles cette nuit-là n'avaient ni chevaux, presque pas de nourriture et 145 kilomètres de nature sauvage entre eux et les secours. Mais le raid lui-même n'était que le début de l'histoire, car les Comanches ne prenaient pas de captifs au hasard, et ce qui arriva à ces 5 personnes au cours des années suivantes révèle exactement dans quel monde Cynthia Ann avait été emmenée. Les premières nuits servaient de filtre. Cela est documenté avec un détail remarquable parce que Rachel Plummer survécut à sa captivité et publia un récit en 10 à 838, l'un des documents les plus poignants de la frontière américaine.
Elle décrivit avoir été ligotée, battue et entraînée vers le nord à travers les plaines à une cadence faite pour briser les faibles. Les captifs qui ralentissaient le groupe de guerre n'y survivaient pas. Ceux qui enduraient étaient absorbés dans une économie de la captivité que les Comanches pratiquaient depuis des générations, d'abord contre d'autres tribus, puis contre les Espagnols, et maintenant contre les Texans. Certains captifs étaient gardés pour rançon, certains devenaient esclaves, et d'autres, surtout les jeunes enfants, étaient adoptés purement et simplement, accueillis dans des familles et élevés comme des Comanches, avec un statut complet au sein du groupe. Les 5 captifs de Fort Parker furent répartis entre différents groupes, dispersés sur des centaines de kilomètres de prairies, c'est pourquoi leurs histoires divergent si nettement. Elizabeth Kellogg fut vendue et rançonnée en environ 6 mois. Rachel Plummer passa 21 mois en captivité avant qu'un négociant n'achète sa liberté en 1838. Elle écrivit son récit et mourut moins d'1 an plus tard, pleurant encore le fils qui avait été arraché de ses bras. Ce garçon, James Pratt Plummer, et le frère de Cynthia Ann, John, furent finalement rançonnés des années plus tard, au début des années 10 à 840, après de longues négociations, ce qui en laissait une. La fillette de 9 ans avait disparu dans la Comancheria, et l'homme qui se donna pour mission de la retrouver était son oncle, James W. Parker, le père de Rachel Plummer. Ce que James Parker fit au cours de la décennie suivante frôle l'obsession. Selon son propre récit, il effectua de multiples voyages en territoire indien, certains seuls, marchant des centaines de kilomètres à travers un territoire où un Texan isolé était un homme mort. Il pétitionna le gouvernement du Texas. Il harcela les présidents de la République. Il dépensa, selon les estimations de l'époque, une petite fortune qu'il n'avait pas, et il récupéra ou aida à récupérer plusieurs captifs, mais jamais celle qu'il cherchait véritablement. La frontière commença à murmurer à son sujet, que son obsession avait tourné en quelque chose d'étrange, et pendant tout ce temps, la fille qu'il traquait était plus proche qu'il ne le savait et plus loin qu'il ne pouvait l'imaginer. Car Cynthia Ann Parker n'était pas perdue. Elle devenait quelqu'un d'autre. À un moment donné, au cours de ses premières années, un couple Comanche du groupe Noconi recueillit la captive aux yeux bleus dans leur tipi et l'adopta. On lui donna un nouveau nom, Nadua, que l'on traduit généralement par quelque chose comme celle qu'on a trouvée ou celle qui réchauffe parmi nous. Et c'est ici que l'histoire vous demande de mettre de côté toutes les idées que le mot captivité véhicule. Car à partir de ce moment, selon tous les témoignages dont nous disposons, Nadua ne fut pas traitée comme une prisonnière. Elle était une fille. Considérez le monde dans lequel elle s'éveillait. Les Comanches des années 10 à 830 et 10 à 840 étaient au sommet de leur puissance, une société construite entièrement autour de 2 animaux, le cheval et le bison. Un groupe Comanche se déplaçait avec les troupeaux à travers une mer d'herbe, des centaines de tipis en peau de bison, des milliers de chevaux paissant sur les collines autour du camp. Les enfants apprenaient à monter à cheval presque avant d'apprendre à marcher. Les filles apprenaient à travailler les peaux, à dépecer, à charger un village entier sur des travois et à le déplacer de 30 kilomètres en une journée. C'était une vie rude, à tout point de vue. Le vent, la sécheresse, l'hiver sur les plaines à découvert. Mais c'était aussi, pour ceux qui la vivaient de l'intérieur, une vie de mouvement, de famille et de contemplation sous un ciel immense. Et les documents suggèrent que Nadua s'y adapta complètement. Nous le savons parce qu'on continuait à la voir. C'est l'étrange colonne vertébrale documentée de cette histoire. Cynthia Ann Parker ne fut jamais véritablement portée disparue. Des négociants et des voyageurs signalèrent une femme aux yeux bleus parmi les Comanches tout au long des années 10 à 840. L'information filtrait vers les colonies encore et encore. Sa famille savait toujours, à peu près, qu'elle était là-bas. Ce qu'ils ne pouvaient pas accepter, c'est ce que chaque rapport disait d'elle. Le témoignage le plus clair date de 10 à 846. Des commissaires fédéraux aux affaires indiennes, réunis avec des chefs comanches sur le Haut-Brazos, apprirent qu'une femme blanche se trouvait dans un camp voisin et un négociant nommé Leonard Williams, qui connaissait la famille Parker, fut envoyé pour négocier. Il aurait offert une rançon substantielle en marchandises et en mules pour son retour.
Les anciens Comanches lui auraient dit qu'elle était libre de partir si elle le souhaitait. Et la jeune femme elle-même, selon les récits qui revinrent, refusa. Certaines versions disent qu'elle refusa de parler du tout, qu'elle fixa simplement le sol ou regarda à travers les hommes comme s'ils n'existaient pas. D'autres rapportent qu'elle dit clairement que ceux-ci étaient son peuple. Elle avait environ 10 à 9 ans. Elle avait passé la moitié de sa vie et toute sa vie d'adulte en tant que Comanche. Il y a un détail dans ces rapports sur lequel les historiens débattent encore, et il est important. Son silence était-il de la loyauté ou de la peur? Était-elle libre de partir ou simplement déclarée libre devant des témoins? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Ce que nous savons, c'est que des offres similaires lui parvinrent plus d'une fois au fil des ans et la réponse ne changea jamais. Ainsi, l'espoir de la famille se durcit lentement en légende. L'histoire de la femme blanche des Comanches, la fille qui ne voulait pas rentrer. Mais il y avait une raison pour laquelle elle ne voulait pas rentrer, que les rapports ne faisaient que suggérer. Nadua s'était mariée. Son époux était Pita Nocona, un chef de guerre en pleine ascension chez les Noconi, un homme dont les raids au Texas allaient finir par rendre son nom connu dans chaque colonie le long de la ligne de frontière. Ce qui est frappant, et ce sur quoi plusieurs témoignages s'accordent, c'est que le mariage semble avoir été une union véritable. Les hommes Comanches de haut rang prenaient souvent plusieurs épouses. Pita Nocona, autant que les documents le montrent, n'en garda qu'une. Ensemble, ils eurent 3 enfants sur les plaines ouvertes. Un fils nommé Kuana, dont le nom signifie parfum ou douce odeur, un second fils nommé Pecos et une fille appelée Topsana, fleur de prairie. Retenez le nom Kuana. Toute cette histoire pivote autour de lui à la fin. Imaginez donc la situation à la fin des années 10 à 850. Cynthia Ann Parker est désormais Nadua. Quelque part au début de la trentaine, épouse d'un chef de guerre, mère de 3 enfants, une femme active d'un groupe de chasseurs de bisons sur les hautes plaines. L'oncle qui la cherchait, James Parker, a depuis longtemps abandonné. La guerre de frontière entre le Texas et les Comanches dure depuis 2 décennies. Raids et représailles, cabanes brûlées et villages brûlés, atrocités répondant à l'atrocité dans les 2 sens. C'est l'une des guerres frontalières les plus longues et les plus brutales de l'histoire américaine, et une analyse honnête oblige à dire qu'aucun des 2 camps ne la mena avec douceur. Si vous trouvez de la valeur dans la façon dont cette histoire est racontée, pensez à vous abonner. Cette chaîne couvre l'époque de la frontière de la même manière chaque semaine, avec le drame qui vient de l'histoire elle-même. Nous en arrivons maintenant au matin d'hiver qui brisa cette famille pour la 2e fois. En 10 à 860, le Texas en avait assez de Pita Nocona. Ces raids cet automne-là avaient frappé profondément le long de la ligne de frontière et l'État autorisa une expédition punitive. Le commandement fut confié à un capitaine de rangers de 22 ans nommé Lawrence Sullivan Ross, surnommé Seul, un jeune homme aux ambitions politiques et au talent pour se trouver là où les réputations se forgent. En décembre, Ross chevaucha vers le nord-ouest avec une force de rangers, de cavalerie fédérale et de volontaires civils, suivant une piste vers la région de la rivière Pease, un paysage brut de ravines de terre rouge et de mesquites, au bord du Llano Estacado. Au matin du 10 à 8 décembre 10 à 860, des éclaireurs trouvèrent un camp Comanche dans un fond de rivière, à moitié caché par une tempête de sable qui soufflait du gravier sur les plaines. Ross attaqua immédiatement, la cavalerie chargeant sur les tipis avec le vent dans le dos. L'engagement qui suivit entra dans la légende texane sous le nom de bataille de la rivière Pease, le combat qui brisa le groupe de Pita Nocona. Cependant, c'est ici que votre intelligence mérite la version honnête, car la légende et les preuves ne concordent pas. Dans les années qui suivirent, des hommes qui chevauchèrent avec Ross ce jour-là, notamment un ranger nommé Hiram Rogers, décrivirent quelque chose de bien plus petit et de bien plus laid qu'une bataille. Le camp semble avoir été un camp de boucherie, un petit groupe de travail, composé principalement de femmes qui préparaient la viande et les peaux de bison pour l'hiver. Le combat, si l'on peut l'appeler ainsi, dura quelques minutes. La plupart des morts, selon ces témoignages, étaient des femmes. Ross raconta l'histoire de la rivière Pease pour le restant de ses jours, et cela le porta jusqu'au poste de gouverneur du Texas.
Les hommes du rang racontèrent une histoire plus discrète. Quand deux versions d'un combat de frontières survivent et que l'une d'elles a fait une carrière, il vaut la peine de se demander laquelle a été polie. Ce qui n'est pas contesté, c'est ce qui se passa pendant la poursuite. Des cavaliers rattrapèrent une silhouette en fuite à cheval, un cavalier serrant un paquet contre lui, et se rapprochèrent, prêts à tirer. Alors le cavalier s'arrêta, se retourna et leva le paquet. C'était un nourrisson, et le cavalier, les soldats le virent alors, était une femme, couverte de crasse après avoir dépecé, vêtue de peau, et sous la saleté et les tresses noires, ses yeux étaient bleus. Ils la ramenèrent au camp fumant avec sa petite fille. Elle ne parlait pas anglais. Elle était frénétique, en pleurs, essayant de s'échapper, et les Texans ne comprirent pas tout de suite ce qu'ils avaient trouvé. Ce n'est que dans les jours qui suivirent, à Camp Cooper, que les pièces du puzzle s'assemblèrent. Un message fut envoyé au colonel Isaac Parker, un politicien vieillissant et un autre des oncles de Fort Parker, un homme qui n'avait jamais cessé de suivre les rumeurs concernant sa nièce disparue. Parker fit le voyage pour voir la femme captive. Par l'intermédiaire d'un interprète, il raconta son histoire à voix haute. Le raid, la palissade sur la Navasota, la petite fille enlevée en 10 à 836, les récits de ce moment varient dans les détails, mais s'accordent sur l'essentiel. En entendant son nom, la femme se frappa la poitrine et dit « Moi, Cindy Ann ». 24 ans et 7 mois après que les portes de Fort Parker avaient été enfoncées, le Texas célébra. Les journaux annoncèrent le sauvetage de Cynthia Ann Parker comme un triomphe. La captive restituée, la longue blessure refermée. La législature de l'État, dans un geste de sympathie publique, lui accorda une pension de $100 par an pendant 5 ans et une lieue de terre. Elle était une célébrité, une légende vivante, la preuve que la frontière finissait par rendre ce qu'elle avait pris. Mais franchissez cette porte avec elle un instant, car du côté de Cynthia Ann, le 10 à 8 décembre 10 à 860 n'était pas un sauvetage. C'était le deuxième enlèvement de sa vie, et celui-ci était pire. En 10 à 836, elle avait perdu sa famille une première fois. À la rivière Pease, elle la perdit de nouveau, et cette fois elle était assez âgée pour tout comprendre. Son mari était quelque part au-delà de l'horizon. Vivant ou mort, elle ne savait pas. Ses fils, Quanah et Pecos, des adolescents, avaient été absents du camp et s'étaient échappés dans les plaines. Tous ceux avec qui elle avait vécu et travaillé étaient morts dans un fond de rivière. Elle avait 33 ans, elle avait été Comanche pendant un quart de siècle, et elle était maintenant entourée d'étrangers qui insistaient pour dire qu'ils étaient sa famille, parlant une langue qu'elle avait perdue, célébrant son deuil comme un retour au foyer. Il existe une photographie de cette période, prise à Fort Worth en 10 à 861, et si vous avez vu une seule image de cette histoire, c'est celle-ci. Cynthia Ann pose devant l'appareil dans une robe simple, le regard au-delà de l'objectif, avec une expression qui hante les spectateurs depuis un siècle et demi. Contre son sein, elle allait fleur de prairie, et ses cheveux sont coupés courts et de manière irrégulière, car elle les avait coupés elle-même, ce qui dans la coutume comanche est un acte de deuil. Elle était assise dans un studio de portrait dans une ville du Texas, pleurant ses morts comanches, tandis que l'État autour d'elle portait des toasts à son sauvetage. La photographie était censée être une célébration. Aujourd'hui, elle se lit comme une pièce à conviction. Ce qui suivit fut une décennie de confinement silencieux déguisé en bienveillance. Elle fut confiée à divers parents Parker. D'abord son oncle Isaac près de Birdville, puis un frère, et ensuite une sœur dans l'est du Texas. La famille, pour lui rendre justice, semble avoir sincèrement essayé. Des proches lui enseignèrent des mots anglais, et elle en retrouva lentement quelques-uns. Elle apprit à tisser et à travailler le cuir, et les voisins se souvinrent de son habileté, mais elle fit aussi quelque chose que la famille ne pouvait ignorer. Elle s'enfuyait. Plus d'une fois, elle prit Fleur de Prairie et partit simplement vers l'ouest, et il fallut la retrouver et la ramener. Après cela, disent les témoignages, elle fut surveillée et parfois effectivement enfermée. Le Texas avait passé 24 ans à essayer de libérer Cynthia Ann Parker, et l'ayant récupérée, il en fit une prisonnière. Elle aurait supplié qu'on la conduise auprès de ses fils, ou au moins qu'on lui dise s'ils étaient vivants. La réponse fut toujours non. La frontière était en guerre.
La guerre de sécession engloutit bientôt tout, et personne n'allait escorter une mère Comanche vers l'ouest à la recherche de guerriers Comanches. Elle tint bon, semble-t-il, pour l'enfant. Fleur de Prairie était son dernier fil, le dernier membre de sa vraie famille qu'elle pouvait toucher. Puis, en 10 à 864, le fil se rompit. Fleur de Prairie mourut de la grippe et d'une pneumonie, une petite fille emportée par le même type de maladie importée qui décimait les tribus des plaines. Et avec sa mort, selon tous les témoignages dont nous disposons, quelque chose en Sinzia-Han s'arrêta tout simplement. Les dernières années sont peu documentées, ce qui en soi vous dit à quel point l'histoire avait sombré dans l'oubli. La captive célébrée de 10 à 860 et devint une femme oubliée dans une ferme du comté d'Anderson. Des proches la décrivirent oscillant entre des phases de deuil, se tailladant les bras à la manière Comanche, refusant de manger pendant de longues périodes. Vers 10 à 870 ou 10 à 871, affaiblie par l'inanition volontaire, elle attrapa la grippe et mourut. Elle fut enterrée dans un petit cimetière de campagne sans cérémonie. La femme qui avait été célèbre 2 fois, une fois comme captive et une fois comme rescapée, ne mourut ni comme l'une ni comme l'autre. Elle mourut seule au milieu de gens qui insistaient pour dire qu'elle était chez elle. Et si l'histoire s'arrêtait là, ce serait l'une des notes de bas de page les plus tristes de l'Ouest sauvage, une tragédie en 2 enlèvements. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car sur le Llano Estacado, l'un de ces adolescents qui avait échappé à la rivière Peace devenait un homme, et son nom allait s'inscrire à travers la fin de la frontière. Kuana avait environ 12 à 15 ans quand son monde brûla dans ce fond de rivière, et les années qui suivirent le dépouillèrent de tout le reste. Son père, Pita Nokona, mourut dans les années suivantes. Son frère Pecos mourut jeune, probablement de maladie. Orphelin de sang mêlé dans une société qui pouvait être dure envers ces 2 conditions, Kuana fit ce que sa mère avait fait une génération plus tôt, mais en sens inverse. Il fut absorbé par un nouveau groupe et se recréa. Le groupe qu'il choisit fut celui des Kwahadi, le peuple de l'antilope des hautes plaines, le plus isolé, le plus rebelle de tous les groupes Comanches. Les Kwahadis ne signaient aucun traité. Ils n'acceptaient aucune ration. Ils vivaient hors de portée de l'armée, sur le plateau aride et sans eau des plaines fortifiées. Et parmi eux, le grand-fils de Pita Nokona et de la femme captive s'éleva par le seul mérite, d'abord comme pillard, puis comme chef de guerre. Arrêtez-vous un instant sur ce tournant, car c'est le pivot de toute l'histoire. La fille de colon texan devient Comanche. Son fils devient le plus redoutable Comanche de la dernière génération libre. Le sang de Sinzia-Han chevauchait désormais des 2 côtés de la guerre de frontière. Ici, nous devrions aussi régler un compte évoqué plus tôt, car il concerne directement Kuana. Pendant des décennies, seul Ross affirma qu'à la rivière Peace, il avait personnellement poursuivi et tué Pita Nokona lui-même, une histoire qui orna sa biographie de campagne jusqu'au fauteuil de gouverneur du Texas. Kuana Parker passa la fin de sa vie à démentir publiquement et avec insistance cette version. Son père, disait-il, n'était même pas au camp ce jour-là et mourut des années après, rongé par le chagrin d'avoir perdu sa femme. C'est un captif mexicain, un serviteur, que Rose tua à sa place. 2 hommes, 2 histoires, et un seul d'entre eux était présent du côté Comanche de la fumée des fusils. Pesez cela comme vous le voulez. Cette chaîne note simplement que la version racontée par l'homme qui se présentait aux élections est celle qui est entrée dans les manuels. En 10 à 874, les Kwahadi étaient presque les derniers Comanches libres, et la pression qui pesait sur eux n'était plus vraiment l'armée. C'étaient les chasseurs de peau, des chasseurs de bisons commerciaux, armés de fusils Sharp à longue portée, anéantissaient le troupeau du Sud. Des dizaines de milliers d'animaux dépouillés et laissés à pourrir dans la prairie, et chaque Comanche comprenait exactement ce que cela signifiait. Plus de bisons, plus de monde Comanche. Alors en juin 10 à 874, Kuana contribua à mener une coalition de plusieurs centaines de guerriers Comanches, Kiowa et Cheyenne contre le poste de chasseurs d'Adobe Walls dans le Panhandle du Texas. Ce fut un échec. Une vingtaine de chasseurs armés de fusils à bison, retranchés derrière des murs de terre, repoussèrent l'assaut et l'attaque déclencha la campagne finale au lieu de l'empêcher. La guerre de la Red River.
Tout au long de l'automne et de l'hiver, des colonnes de l'armée convergèrent vers les plaines fortifiées depuis 5 directions, brûlant les tipis et surtout tuant les chevaux. Au canyon de Palo Duro, l'armée captura et détruisit plus de 1000 chevaux comanches et alliés d'un seul coup. Un peuple du cheval sans chevaux sur une plaine de bisons sans bisons en plein hiver. La fin n'était plus qu'une question d'arithmétique. Le 2 juin dit à 875, Quanah Parker mena le groupe Quahadi, quelques centaines de personnes épuisées, jusqu'à Fort Sill, en territoire indien, et se rendit. On dit souvent que les Quahadi ne furent jamais vaincus sans bataille ouverte, et cette affirmation est à prendre avec nuance. Elle contient une part de vérité, mais il convient d'être honnête sur ce que cela signifie. Ils ne furent pas tant surpassés au combat qu'affamés. La frontière ne se referma pas par une bataille, elle se referma par un registre comptable. Et c'est ici que l'histoire prend son dernier tournant, le plus étrange. Car la plupart des chefs de guerre vaincus des plaines sombrèrent dans la réserve et moururent de confinement d'une manière ou d'une autre. Quanah Parker fit l'inverse. Il prit le nom de famille de sa mère, se faisant appeler Parker pour le restant de ses jours. Il apprit l'anglais, apprit le droit, apprit les contrats de bail. Quand les éleveurs texans voulurent faire paître leurs troupeaux sur les prairies de la réserve, Quanah négocia les redevances et créa pour lui-même et son peuple une source de revenus. Il fut nommé juge au tribunal des infractions indiennes. Le gouvernement finit par le traiter comme le chef principal des Comanches, un rang que les anciens groupes libres n'avaient jamais eu, et il utilisa ce levier sans relâche. Il construisit une maison de 10 pièces et 2 étages près de Cache, dans l'Oklahoma, la célèbre maison de l'Étoile, avec de grandes étoiles blanches peintes sur son toit rouge, et il recevait à sa table des barons de l'élevage, des généraux et des sénateurs. Il défila lors de la parade inaugurale de Theodore Roosevelt en 10 à 905, et quelques semaines plus tard, le président des États-Unis se rendit en Oklahoma et alla chasser le loup avec lui. Il devint également une figure fondatrice de la foi du Peyote, qui allait devenir l'Église amérindienne, déclarant à ses auditoires que l'homme blanc entre dans son église et parle de Jésus, alors que l'Indien entre dans son tipi et parle à Jésus. 25 ans après être entré affamé à Fort Sill, le fils de Cynthia Ann Parker était sans doute l'Amérindien le plus puissant de son époque. Il ne cessa jamais de chercher sa mère. Il était célèbre, il était bien connecté, et il mit tout cela au service d'un projet qui n'avait rien à voir avec le bétail ou la politique. Il écrivit des lettres, pétitionna des fonctionnaires et offrit de l'argent pour localiser la tombe, dans le comté d'Anderson, au Texas, de la femme qui lui avait été arrachée à la rivière Pease. En 10 à 910, il y parvint. Les restes de Cynthia Ann furent exhumés et transportés en Oklahoma, et Quanah les réinhuma à la mission du Chêne, près de sa maison, pleurant ouvertement pendant la cérémonie. Il dit aux personnes en deuil, dans son anglais simple, que sa mère avait tant aimé les Indiens qu'elle n'avait pas voulu retourner auprès de son peuple blanc et qu'il voulait reposer à côté d'elle quand son heure viendrait. Son heure vint quelques mois plus tard. Quanah Parker mourut en février 10 à 911 et fut enterré aux côtés de sa mère. Des décennies plus tard, en 10 à 957, les 2 tombes furent déplacées au cimetière militaire de Fort Sill, dans une section que les gens appellent aujourd'hui l'Arlington indien. Il repose là aujourd'hui côte à côte la captive et le chef, sous des pierres tombales gouvernementales, dans la terre où les Comanches furent confinés. Alors prenez du recul maintenant, embrassez toute l'étendue de cette histoire et regardez ce qu'elle est véritablement. En 10 à 836, une fillette de 9 ans est arrachée à sa famille par les Comanches, et le Texas appelle cela une atrocité. En 10 à 860, une femme de 33 ans est arrachée à sa famille par les Texans, et le Texas appelle cela un sauvetage. La même femme, le même événement, 2 fois, avec la boussole inversée. Ses premiers ravisseurs lui donnèrent une famille, un mariage, 3 enfants et une place dans le monde. Ses sauveteurs lui donnèrent une pension, une séance de portrait et une porte verrouillée, et elle se laissa mourir de faim sous leur garde. Il serait facile de terminer sur cette ironie et d'en faire un verdict. Cette chaîne ne rend pas de verdict, et cette histoire leur résiste de toute façon, car la même histoire contient aussi le récit de Rachel Plummer
et les cabanes brûlées et les morts des deux nations sur cette longue frontière. Chaque famille dans cette histoire, Parker comme Comanche, a enterré des enfants à cause de l'autre. Ce que l'histoire laisse derrière elle, c'est une question et une lignée. La question est celle que le silence de Cynthia Ann posa en 1846 et à laquelle sa fin répondit en 1871. Qu'est-ce qu'un foyer, sinon les gens qui connaissent votre nom? Et la lignée est la réponse que l'histoire a donnée. La petite fille emportée hors de Fort Parker devint la mère de l'homme qui mena les derniers Comanches libres, l'enterra de ses propres mains et porta son nom de colon jusqu'à la fin des guerres Comanches et au-delà. Ses descendants se comptent par milliers aujourd'hui, se rassemblant à la Maison de l'Étoile et à Fort Sill. Des Parker des deux côtés de l'ancienne ligne de frontière, qui n'existe plus nulle part, sauf dans des histoires comme celle-ci. On lui offrit le sauvetage 3 fois dans sa vie. Elle ne demanda jamais qu'à rentrer chez elle. La tragédie de Cynthia Ann Parker, c'est que tous ceux qui l'aimaient croyaient que c'était la même chose. Si cette histoire vous a marqué, la vidéo à l'écran en raconte une autre, venue de la même frontière disparue. Merci d'avoir regardé.